Jérémy pour un nouvel épisode de Jour après jour by D-Day Live. Donc là, dans cet épisode, on va parler de la libération de Cherbourg et la prise donc de la Festung Cherbourg par la 4e division. Donc on était resté sur le dernier épisode, sur la capture de Montebourg, le 19 juin 1944. À l'issue de la capture de Montebourg, à partir du 19 juin, les 3 régiments d'infanterie vont être entre guillemets au repos pour une petite durée de 24 heures, car pour eux, ils vont remonter vers le secteur de Valognes. Et Valognes a déjà été évacué et le 8e régiment rentrera dans Valognes, dans une ville en amas de ruines, mais surtout vide de tout défenseur. Tous les Allemands, en fait, l'ordre de repli a été donné, et tous les soldats allemands se sont repliés sur la Festung Cherbourg. Pour la 4e division, dans le plan de la prise de Cherbourg, eux doivent occuper le secteur est de la ville, et ainsi isoler la Festung des autres batteries allemandes qui sont sur la partie est, et ainsi apporter renforts, armes, munitions à la Festung Cherbourg qui va être isolée par le 7e corps. À partir du 21 juin 1944, on va encore se diriger sur les 3 axes de progression des 3 régiments d'infanterie. Donc on va trouver le 8e régiment, qui lui va être vraiment le régiment frontalier avec la 79e division d'infanterie, et lui va opérer dans le secteur le plus à l'ouest. Eux, dès le 21 juin 1944, vont commencer à connaître des combats dans le secteur du Teil, et plus autour de 2 bases, 2 sites en chantier de lancement de missiles V1. Donc on va se retrouver dans le secteur qu'on appelle le Crossroad 148, à côté de Rufos, et à côté de la base de missiles V1 de la Sorellerie, qui existe d'ailleurs toujours, que vous verrez dans les champs. On trouve toujours le site de la rampe pour lancer ces missiles V1 avec toujours les stigmates des combats. Donc à partir de cette date, le 8e régiment va essayer de percer ce qu'on appelle le Land Front. C'est la ceinture de défense terrestre de Cherbourg, qui sont une série de positions fortifiées, alors soit de positions de rondins, quelques positions vraiment de bunkers, tout ça articulé avec des tranchées, des barrages routiers, et vont exploiter aussi le relief du terrain, car si vous vous rendez dans le secteur est de Cherbourg du Val-de-Serre, vous constaterez qu'il y a de nombreux vallons, de nombreuses forêts, des ruisseaux, et les défenses allemandes vont s'articuler autour de ces obstacles naturels. Donc le 8e régiment va connaître de très forts engagements au niveau de ses bases de missiles V1, et ensuite va percer vers le nord pour atteindre la ville de la Glacerie. Et vraiment pour eux, l'apogée des combats sera le 24 juin 1944, où leur objectif sera de prendre une colline avec 4 canons de 88, 2 canons de 105, et ceux reliés par plein de tranchées, un véritable dédale de tranchées digne de la Première Guerre mondiale. Malgré les frappes de l'Air Force à la bombe, rien n'a été entamé, et ils vont se retrouver par un feu croisé de MG, des mortiers, et vont être littéralement hachés par les positions allemandes, vont devoir se replier. Et là, on a un lieutenant, le lieutenant John Rebarczyk, de la compagnie E, qui est le dernier officier encore debout à ce moment-là, va grimper sur les chars du 70e Tank Bataillon et opérer vraiment tel un cinglé, debout sur la tourelle, en train de diriger les chars et d'arroser les Allemands à coups de carabine à main. Pour cette action, il sera décoré de la Distinguished Service Cross et survivra à la guerre de manière assez miraculeuse. C'est un des rares vétérans du D-Day avec cette plus haute distinction qui a survécu au combat. Dans le secteur central, on retrouve le 12e régiment d'infanterie, qui lui a changé de commandant entre-temps, car son commandant a eu une jambe quasiment arrachée pendant les bombardements de Montebourg. C'est le nouveau commandant, le colonel James Luckett, qui sera assez connu pendant la libération de Paris, qui prend le commandement de ce régiment. Donc eux, c'est vraiment l'effort essentiel pour la prise de la ville de Cherbourg. Eux, ils sont dans le secteur central et doivent percer le plus vite possible pour rejoindre les faubourgs de Tours-la-Ville. Malheureusement, comme d'habitude, ils vont se retrouver confrontés à des positions allemandes fortifiées et très très bien élaborées au niveau du bois du Coudray. Donc quand le 12e régiment va rentrer dans le bois du Coudray aux alentours du 21-22 juin, ils vont se retrouver face à eux à une zone marécageuse, un vallon, des forêts, et sur une crête en face d'eux, des positions allemandes avec des canons anti-aériens de 20 mm flak qui vont leur tirer dessus en tir tendu. Et malgré des tentatives de débordement par les forêts, par la droite, par la gauche, à part la mort de leur lieutenant-colonel qui commande un des bataillons, rien ne va y réussir.
2 jours plus tard, ils vont réussir à contourner la position avec une manœuvre très élaborée de contournement avec les Sherman du 70e Tank Bataillon et envelopper la position et ainsi la nettoyer et libérer le passage pour avancer sur Tour-la-Ville. Pendant la progression sur Tour-la-Ville, ils vont capturer de nombreuses batteries allemandes, la batterie Bromy, les Kaplan, qui existe toujours et que vous pouvez toujours visiter. N'ayez pas peur d'aller vous promener dans les Landes. Et ensuite vont réussir, à partir du 25 juin, à avancer vers la ville de Tour-la-Ville et à longer les positions côtières. Le 26 juin, jour officiel de la libération de la ville de Cherbourg, le 12e régiment rentre dans Cherbourg-Octeville et franchira même la limite entre eux et la 79e division, car la 79e division n'a pas pris assez d'avance et vont même capturer une portion de ville dans ce combat de rue qui appartenait de base à la 79e division. Donc à la fin du 26 juin, on va les trouver environ aux alentours de la gare maritime, actuelle Cité de la Mer. Le 27 juin, Cherbourg a été capturé, oui et non. Le 27 juin, les digues du port de Cherbourg, donc la grande digue, avec les forts, donc le fort de l'Est, le fort de l'Ouest et le fort central, tiennent toujours et sont toujours aux mains des matelots de la Kriegsmarine. La mission du 12e régiment va être de neutraliser ces forts de gré ou de force. Un premier fort va réussir à être capturé aux manières de tactique avec des soldats qui parlent allemand, par des haut-parleurs, de démoraliser les soldats et de réussir avec un ultimatum de leur dire de toute façon si dans 24 heures vous n'êtes pas rendus, on va abattre sur vous l'artillerie, la Navy et l'Air Force. Tous les forts ne vont pas se rendre aussi facilement. La partie du fort central va être sous le commandement d'un officier de la Kriegsmarine qui s'est échappé du port au moment de la capture. Et lui, d'une main de fer, va garder la discipline jusqu'au 29 juin. Et le 29 juin, à midi, les forts vont enfin se rendre, car le hasard a bien fait les choses. Un obus de 155 américains a réussi à rentrer par une des meurtrières, a blessé l'officier, a sectionné une partie du système électrique qui permettait de déclencher les mines dans le port de Cherbourg, et rendant la défense complètement inutile. Et du coup, en ce 29 juin 1944, les digues se sont rendues aux hommes du 12e régiment d'infanterie et les soldats ont été ensuite évacués des digues dans pas mal de bateaux en bois de pêcheurs de la ville de Cherbourg pour être ramenés sur la terre ferme et ainsi rejoindre la captivité. Dernière action de la division lors de la prise de Cherbourg, c'est le 22e régiment qui, lui, va être le plus à l'est. Lui, son objectif va être vraiment d'isoler la ville par l'est en capturant une position fortifiée qui est l'aéroport de Maupertuis, qui existe toujours de nos jours. Si vous le visitez, vous découvrirez quelques bunkers qui assuraient la défense de l'aérodrome à l'époque. Et ces bunkers portent toujours les stigmates des combats. Donc à partir du 21 juin, le 22e régiment doit monter et prendre une colline et couper la route pour empêcher tous les mouvements de renforts allemands vers la ville de Cherbourg. Ils vont y réussir, mais malheureusement, les Allemands au sud de l'aéroport vont faire une démonstration de force qui est assez impressionnante en prenant les armes anti-aériennes de la défense de l'aéroport et vont canarder les soldats de la 4e division et les maintenir à distance en respect de l'aéroport et du petit village de Gonneville qui se trouve au sud de la localité. La colline va être capturée, mais malheureusement jusqu'au 24-25 juin 1944, les bataillons qui occupent la colline vont être quasiment complètement encerclés par les Allemands et vont devoir se faire ravitailler par des colonnes de blindés avec les armes, des rations, des munitions, du carburant, pour pouvoir rejoindre cette petite unité disparate qui va être isolée sur la colline. Lors de ces combats, il va y avoir des actions assez héroïques, et notamment un officier supérieur. Donc, à l'époque, il est capitaine et deviendra lieutenant-colonel, qu'on appelait l'homme sauvage, Blazar. Et lui avait toujours dans sa poche un percuteur de canon de 88 mm allemand. Et dans le secteur de l'aéroport de Maupertuis, les Allemands ayant abandonné une des pièces de 88, l'avait laissé en parfait état de marche et avait juste retiré le percuteur comme c'était de mise lors des retraites, mais avait laissé toutes les munitions et le canon en parfait état de marche. Donc l'officier Blazar, constatant que le canon est en très bonne position de tir, a dit à ses hommes « Prenez le canon, mettez-le en position de tir, et on va avoir beaucoup d'amusement à envoyer des munitions allemandes avec un canon allemand sur des soldats allemands. » Et ils ont ainsi pilonné les défenses de l'aéroport de Maupertuis avec un canon allemand, jusqu'à épuisement des munitions, et à la fin des munitions, ils ont sabordé la pièce. Une fois
la ville vraiment isolée par l'Est et le 12e régiment qui était rentré en ville, le 22e régiment a capturé l'aéroport de Maupertuis, une fois et pour toutes, et ensuite se sont dirigés, après la capture de la ville de Cherbourg, sur les dernières positions qui occupaient le cap Lévy et les positions Est. Donc on va trouver la batterie Hambourg, le point d'appui allemand Ostek, commandé par le major Küppers, qui va se rendre et d'ailleurs donner son pistolet au capitaine Blazard. Et la toute dernière position à tomber, qui est la batterie Sea Adler. Donc c'est la batterie qui est dans les ajoncs tout au bout, au niveau du cap Lévy, qui elle va se rendre sur ordre du major Küppers, qui va provoquer la reddition de toute la ville et de tout le secteur est, on va dire, de défense de la ville. Donc avec la prise de Cherbourg, s'arrête vraiment un mois quasiment de combat pour la 4e division. Donc la 4e division a rempli ses objectifs. Ils ont connu le baptême du feu depuis le 6 juin et ont été en combat non-stop depuis le 6 juin jusqu'au 29 juin 1944, date à laquelle les derniers combats des défenseurs allemands cessent. Pour eux, le bilan est très très lourd, car la division a perdu plus de 5400 soldats, en comptant les tués, les blessés et les soldats perdus au combat. C'est la division qui, malgré de nombreuses on va dire, idées reçues, c'est la division qui a subi le plus de pertes dans la prise du 6 juin jusqu'au port de Cherbourg. Et malheureusement, ce n'est pas encore fini, car après de nombreux combats comme l'opération Cobra, la libération de Paris ou encore la percée en Allemagne, va réserver encore de nombreux moments assez difficiles pour les Ivy Men dans cet été 1944.